Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Même s'il n'a pas voulu cette direction, même si cette âme n'a pas bien interprété l'enseignement par une sorte de lien mystérieux, mais qui ne permet pas de jeter à certaines agonies morales le geste indifférent de Ponce Pilate. Ce fut là une seconde crise plus cruelle que la première. Quand il avait été saisi de cette affolante angoisse, à l'aspect des ravages produits par son œuvre, le savant était surtout la victime d'une panique. Il pouvait se dire, et s'il s'était dit que le sursaut de la terrible révélation agissait sur lui, à présent qu'il était de sang-froid, il mesurait avec une précision affreuse l'impuissance de sa psychologie, si savante fût-elle, à manier ce mécanisme étrange qui est une âme humaine. Que de fois pendant cette fin de février et dans les premiers jours de mars, il commença pour Robert Gresloup des lettres qu'il se sentit incapable d'achever. Qu'avait-il à dire en effet à ce misérable enfant ? Qu'il faut accepter l'inévitable dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur ? Accepter son âme comme on accepte son corps ? Oui, c'était là le résumé de toute sa philosophie. Mais cet inévitable, c'était ici la plus hideuse corruption dans le passé et dans le présent. Conseiller de cet homme de s'adapter lui-même avec les affreuses scélératesses d'une nature pareille, c'était se faire le complice de cette scélératesse. Le blâmer, au nom de quel principe l'eût-il fait, après avoir professé que la vertu et le vice sont des additions, le bien et le mal des étiquettes sociales sans valeur, enfin que tout est nécessaire dans chaque détail de notre être, comme dans l'ensemble de l'univers. Quel conseil lui donner davantage pour l'avenir ? Par quelle parole empêcher que ce cerveau de 22 ans fût ravagé d'orgueil et de sensualité, de curiosité malsaine et de dépravants paradoxes ? Démontrerait-on à une vipère, si elle comprenait un raisonnement, qu'elle ne doit pas sécréter son venin ? Pourquoi suis-je une vipère ? Répondrait-elle. Cherchant à préciser sa pensée par d'autres images empruntées à ses propres souvenirs, Adrien Sixte comparait le mécanisme mental démonté devant lui par Robert Gresloup aux montres dont il regardait tout petit aller et venir les rouages sur l'établi paternel. Un ressort marche, un mouvement suit, puis un autre encore. Les aiguilles bougent. Qui enlèverait, qui toucherait seulement une pièce, arrêterait toute la montre. Changer quoi que ce fût dans une âme, ce serait arrêter la vie. Ah, si le mécanisme pouvait de lui-même modifier ses rouages et leur marche, si l'horloger reprenait la montre pour en faire les pièces. Il y a des créatures qui reviennent du mal au bien, qui tombent et se relèvent, qui déchoient et se reconstituent dans leur moralité. Oui, mais il y faut aussi l'illusion du repentir qui suppose l'illusion de la liberté et celle d'un juge, d'un Père céleste. Pouvait-il, lui, Adrien Sixte, écrire au jeune homme « Repentez-vous » quand sous sa plume de négateur systématique, ce mot signifiait « Cessez de croire à ce que je vous ai démontré comme vrai ». Et pourtant c'est affreux de voir une âme mourir sans rien essayer pour elle. Arrivé à ce point de sa méditation, le penseur se sentait acculé à l'insoluble problème, à cet inexpliqué de la vie de l'âme, aussi désespérant pour un psychologue que l'inexpliqué de la vie du corps pour un physiologiste. L'auteur du livre sur Dieu, et qui avait écrit cette phrase « Il n'y a pas de mystère, il n'y a que des ignorances », se refusait à cette contemplation de l'au-delà qui montrait un abîme derrière toute réalité, amène la science à s'incliner devant l'énigme et à dire un « je ne sais pas, je ne saurai jamais » qui permet à la religion d'intervenir. Il sentait son incapacité
à rien faire pour cette âme en détresse, et qu'elle avait besoin d'un secours qui fût, pour tout dire, surnaturel. Mais de prononcer seulement une pareille formule lui semblait, d'après ses idées, aussi fou que de mentionner la quadrature du cercle ou d'attribuer 3 angles droits à un triangle. Un événement bien simple acheva de rendre cette lutte intime plus tragique en imposant à ce philosophe une action immédiate. Une main anonyme lui envoya un journal qui contenait un article d'une violence extrême contre lui et contre son influence à propos de Robert Gresloup. Le chroniqueur, évidemment inspiré par quelques parents ou quelques amis des Jussat, flétrissait la philosophie moderne et ses doctrines incarnées dans Adrien Sixte et plusieurs autres savants. Puis il réclamait un exemple. Dans un paragraphe final, improvisé à la moderne avec ce réalisme d'image qui est la rhétorique d'aujourd'hui, comme le poétisme de la métaphore fut la rhétorique d'autrefois, il montrait l'assassin de mademoiselle de Jussat montant à l'échafaud, et toute une génération de jeunes décadents corrigés du pessimisme par cet exemple. En n'importe quelle autre circonstance, le grand psychologue aurait souri de cette déclamation. Il eût pensé que l'envoi venait de son ennemi, du moulin, et repris des travaux commencés avec la tranquillité d'Archimède traçant ses figures de géométrie sur le sable pendant le sac de la ville. Mais à la lecture de cette chronique griffonnée, sans doute sur un coin de table, chez quelques filles, par un moraliste du boulevard, il aperçut nettement un fait auquel il n'avait pas songé, tant la folie de l'abstraction égarait ce spéculatif hors du monde social. À savoir que ce drame moral se doublait d'un drame réel. Dans quelques semaines, quelques jours peut-être, celui de l'innocence duquel il possédait une preuve allait être jugé. Or pour la justice des hommes, le séducteur de mademoiselle de Jussat était innocent. Et si ce mémoire ne constituait pas un témoignage décisif, il présentait un indiscutable caractère de véracité qui suffisait à sauver une tête. Allait-il laisser tomber cette tête, lui, le confident des misères, des hontes, des perfidies, du jeune homme, mais qui savait aussi que ce scélérat intellectuel n'était pas un meurtrier ? Sans doute, il était lié par l'engagement tacite contracté en ouvrant le manuscrit. Cet engagement-là était-il valable devant la mort ? Il y avait dans ce solitaire assailli depuis un mois par la tourmente morale un tel besoin physique d'échapper au rongement inefficace et stérile de sa pensée par une volonté positive qu'il éprouva comme une détente lorsqu'il se fut enfin fixé à un parti. D'autres journaux consultés anxieusement lui apprirent que l'affaire Gresloup passait aux assises de Riom le vendredi 11 mars. Le 10, il donnait à Mariette cet ordre de préparer sa valise qui avait tant surpris sa servante. Et le soir même, il prenait le train après avoir jeté à la poste une lettre adressée à monsieur le comte André de Jussat, capitaine de dragons en garnison à Lunéville. Cette lettre, non signée, contenait simplement ces lignes. Monsieur le comte de Jussat a en main une lettre de sa sœur qui contient la preuve de l'innocence de Robert Gresloup. Permettra-t-il que l'on condamne un innocent ? Le psychologue nihiliste n'avait pas pu écrire les mots droit et devoir, mais sa résolution était prise. Il attendrait que le procès fût fini pour parler. Et si monsieur de Jussat se taisait jusqu'au bout, si Gresloup était condamné, il déposerait le mémoire entre les mains du président sur l'heure même. Il a pris son billet pour Riom, dit mademoiselle Trapenard au père Carbonnet en revenant de la gare, où elle avait accompagné son maître presque malgré lui. Cette idée de s'en aller là-bas seul, par cette fin d'hiver, lui qui est si bien ici. Soyez tranquille, mademoiselle Mariette, lui répondait l'astucieux portier. Nous saurons tout ça un jour, mais rien ne m'ôtera de l'idée qu'il y a quelque fils illégitime là-dessous. Et comme il était en train de prendre une infusion de menthe que madame Carbonnet lui préparait chaque soir, il dit encore « Voyez, j'ai l'estomac si déblâtré qu'il me faut des fortifications à toutes les minutes.
puis il dégusta une gorgée. « Passe donc, non, gourmand tatin !» pendant que le coq usait son bec à déchiqueter un morceau de sucre que son maître avait détaché pour lui donner. « Allons, Ferdinand !» continua-t-il. « Vous ne suivriez pas vos coqueriaux comme Monsieur Sixte, vous. Vous auriez trop à faire, grand débardé. » Chapitre 6. Le comte André. Au moment où arrivait à Lunéville le billet jeté à la poste par Adrien Sixte, celui à qui le philosophe adressait ce suprême appel, ce comte André, de qui dépendait en ce moment le sort de Robert Gresloup, était lui-même à Riom. Le hasard voulut que ces deux hommes ne se rencontrassent pas, car le célèbre écrivain, en descendant du train, prit place à l'aventure dans l'omnibus de l'hôtel du Commerce, tandis que le comte avait son appartement à l'hôtel rival, celui de l'Univers. Là, dans un salon meublé de vieux meubles, tendu d'un papier fané avec des rideaux passés et un tapis rapiécé, et par ce matin de ce vendredi 11 mars 1887, où s'ouvraient les débats de l'affaire Gresloup, le frère de la pauvre Charlotte se promenait de long en large. Midi allait sonner à la pendule de cuivre doré, à sujet mythologique, dont s'ornait cette pièce que chauffait à grand-peine un feu allumé dans une cheminée qui fumait. Au dehors, c'était sur la ville une pesée d'un ciel de neige, un de ces ciels d'Auvergne où passe par instant le vent glacial des montagnes. L'ordonnance du comte, un dragon à la physionomie joviale, avait mis un peu d'ordre militaire dans ce salon loué de la veille, et après avoir remonté cette pendule, allumé ce feu, il achevait de préparer 2 couverts sur la table du milieu. De temps à autre, il regardait aller et venir son capitaine qui, tirant sa moustache d'une main nerveuse, mordant sa lèvre, fronçant ses sourcils, portait sur son mâle visage l'expression de l'anxiété la plus douloureuse. Mais Joseph Pourrat, c'était le nom de l'ordonnance, s'expliquait trop bien dans sa simple cervelle que le comte fût à peine maître de soi pendant qu'on jugeait l'assassin de sa sœur. Pour lui, comme pour toutes les personnes qui de près ou de loin touchaient au Jussarandon et qui avaient connu Charlotte, la culpabilité de Robert Gresloup ne faisait pas doute. Ce que le fidèle soldat comprenait moins, connaissant l'énergie de son officier, c'est qu'il eût laissé le vieux marquis se rendre seul à l'audience. « Cela me ferait trop mal », avait dit le comte. Et Pourrat, qui disposait les assiettes et les fourchettes, après les avoir essuyées au préalable, par une juste défiance pour la propreté du service de l'hôtel, pensait devant la visible angoisse de son maître « C'est un bon cœur tout de même, quoiqu'il soit si brusque, comme il l'aimait. » André de Jussat, lui, ne semblait même pas se douter qu'il y eût quelqu'un dans la chambre. Ses yeux bruns rapprochés du nez, qui avaient autrefois étonné, presque gêné Robert Gresloup par leur ressemblance avec ceux d'un oiseau de proie, ne lançaient plus ce regard fier qui va droit sur l'objet, si l'on peut dire, et qui s'en empare. Non, il y avait dans ses prunelles une espèce d'inexplicable reploiement de l'être, presque une honte, comme une peur de montrer la souffrance intime. Enfin, c'étaient les yeux d'un homme que l'idée fixe obsède, et que l'aiguillon d'une peine intolérable touche sans cesse à la fibre la plus sensible de son âme. Cette peine datait du jour où il avait reçu la terrible lettre par laquelle sa sœur lui révélait son projet de suicide. Une dépêche lui était arrivée presque en même temps, annonçant la mort de Charlotte, et il avait pris le train pour l'Auvergne précipitamment, sans savoir de quelle manière il apprendrait à son père l'affreuse vérité, mais décidé à tirer de Gresloup une juste vengeance. Et le marquis l'avait accueilli par ces mots. « Tu as reçu ma seconde dépêche. Nous le tenons, l'assassin. » Le comte n'avait rien dit, comprenant que c'était entre son père et lui un malentendu. Le marquis avait précisé en racontant les soupçons qui pesaient sur le précepteur et que ce garçon allait être arrêté comme meurtrier. Tout de suite, cette idée s'était imposée au frère affolé de douleur.
La destinée lui offrait cette vengeance, objet unique de sa pensée depuis qu'il avait lu, avec quel serrement de cœur, la confession de la morte et le détail de sa misère, de ses égarements, de ses résistances, de son réveil atroce, de sa funeste résolution. Il n'avait qu'à ne pas montrer la lettre qu'il tenait là dans son portefeuille, et le lâche séducteur de la jeune fille était accusé, emprisonné, condamné sans doute. L'honneur du nom de Charlotte était sauvé, car Robert Gresloup ne pouvait pas démontrer la nature de ses relations avec la jeune fille. Le marquis et la marquise, ce père et cette mère si confiants, si pénétrés de l'amour le plus vrai envers le souvenir de la pauvre enfant, ignoreraient du moins la faute de cet enfant qui devait leur être un désespoir nouveau par-dessus l'autre. Et le comte André s'était tu. Il s'était tu, non sans un effort violent sur lui-même. Cet homme courageux qui possédait par nature et par volonté les vraies vertus d'un vrai soldat détestait la perfidie, les compromis de conscience, tous les biais, toutes les lâchetés. Il avait senti que son devoir était de parler, de ne pas laisser accuser un innocent. Il avait eu beau se dire que ce Gresloup était l'assassin moral de Charlotte et que cet assassinat méritait un châtiment comme l'autre. Ce sophisme de sa haine n'avait pas dominé l'autre voie, celle qui nous défend de nous faire les complices d'une iniquité, et la condamnation de Gresloup comme empoisonneur était inique. Une circonstance inattendue et pour lui presque monstrueuse avait achevé de bouleverser André de Jussat. Le silence de l'accusé. Si Gresloup avait parlé, racontant ses amours, défendant sa tête au prix de l'honneur de sa victime, le comte n'aurait pas eu pour lui assez de mépris. Mais non. Par un contraste de caractère qui devait paraître plus inexplicable encore à un esprit simple, ce brigand déployait soudain une générosité de gentilhomme à ne pas prononcer un mot dont fût souillée la mémoire de celle qui l'avait attiré dans un si détestable guet-apens. Ce coquin se retrouvait brave devant la justice, héroïque à sa manière. En tout cas, il cessait d'être uniquement digne de dégoût. André se disait bien que c'était là une tactique de cour d'assises, un procédé pour obtenir un acquittement par l'absence de preuves. Mais d'autre part, il savait, par la lettre de sa sœur, l'existence du journal où le détail de la séduction était consigné heure par heure. Ce journal diminuait singulièrement les chances d'une condamnation, et Gresloup ne le produisait pas. L'officier n'aurait pas su expliquer pourquoi cette dignité d'attitude chez son ennemi l'affolait d'une colère qui lui donnait un frénétique désir de courir chez le magistrat chargé d'instruire l'affaire, afin que la vérité parût au jour et que la morte ne dût rien, non, rien, par un atome de son honneur posthume au drôle qui l'avait perdu. Quand il se représentait sa sœur, la douce créature qu'il avait aimée, lui d'une si virile et noble affection, celle du frère aîné pour une enfant fragile et fine, possédée par ce manant, par ce précepteur de hasard, cela lui faisait l'impression d'un outrage si abject infligé à son sang qu'il en défaillait de fureur, comme autrefois quand il lui avait fallu pendant la guerre assister à la capitulation de Metz et rendre ses armes. Il éprouvait alors un soulagement à penser que le banc d'infamie où s'assoient les faussaires, les escrocs, les meurtriers attendait cet homme, et ensuite l'échafaud ou le bagne. Et il étouffait la voix qui lui disait « Tu dois parler. Mon Dieu, quelle agonie pour lui que ces 3 mois durant lesquels il n'était pas demeuré 5 minutes sans se débattre entre ses sentiments contradictoires. Au champ de manœuvre, car il avait repris son service, à cheval et trottant à grandes allures sur les chemins de Lorraine, dans sa chambre et travaillant sous la lampe, cette question s'était posée devant lui. Qu'allait-il faire ? Il avait laissé passer des semaines sans y répondre, mais l'instant était venu où il fallait agir et se décider, puisque dans 2 jours, les débats devaient occuper 4 séances, Gresloup serait jugé et sans doute condamné.
Il y aurait bien du temps encore après cette condamnation, mais quoi ? Le même débat intime serait à recommencer alors. Lui, l'homme d'action et pour qui l'incertitude était un malaise intolérable, il en était là, après 3 mois, à n'avoir pas pris parti, car en descendant au fond, bien au fond de lui-même, il sentait que son silence actuel n'était encore qu'une résolution momentanée. Il n'avait pas accepté de se taire jusqu'à la fin. Il remettait de parler, mais il ne s'était pas serré la main et donné sa parole qu'il ne parlerait pas. C'était la raison pour laquelle il lui avait été physiquement impossible d'accompagner son père au palais de justice pendant cette première séance dont il allait avoir le compte-rendu, puisque midi sonnait maintenant à la pendule, 12 coups très grêles, suivis aussitôt d'un carillon dans le clocher d'une église voisine. Le vieux Jussat ne pouvait tarder à revenir. « Mon capitaine, voilà monsieur le marquis », dit l'ordonnance qui avait entendu le roulement d'une voiture puis son arrêt devant l'hôtel après un regard jeté par la fenêtre. « Eh bien, mon père ?» demanda André anxieusement sitôt que le marquis fut entré. « Eh bien, nous avons le jury pour nous, » répondit le nouvel arrivant. Monsieur de Jussat n'était plus le maniaque brisé dont Gresloup s'était moqué si amèrement dans son mémoire. Il avait les yeux brillants, de la jeunesse dans la voix et dans les gestes. La passion de la vengeance, au lieu de l'abattre, le soutenait. Il en oubliait son hypocondrie, et sa parole se faisait vive, impérieuse et nette. « On a tiré au sort ce matin sur les 12 jurés. J'ai pris leur nom. » Il consulta ses papiers. Sur les 12 jurés, il y a 3 cultivateurs, 2 officiers retraités, 1 médecin d'Aigues-Perse, 2 boutiquiers, 2 propriétaires, 1 manufacturier, 1 professeur, tous des braves gens, des hommes de famille et qui voudront un exemple. Le procureur général est sûr d'une condamnation. Ah, le scélérat! Que j'ai eu un bon moment, le seul depuis 3 mois à le voir qui arrivait entre 2 gendarmes et de sentir qu'il était pris. On ne s'échappe pas de ces poignes-là. Mais quelle audace! Il a regardé dans la salle. J'étais au premier banc. Il m'a vu. Le croiras-tu, il n'a pas détourné les yeux. Il m'a regardé fixement, comme pour me braver. C'est sa tête qu'il nous faut et nous l'aurons. Le vieillard avait parlé avec un sauvage accent, et il n'avait pas remarqué la douloureuse expression que son discours avait éveillée sur le visage du comte. Ce dernier, à l'image de son ennemi ainsi vaincu par la force publique, saisi par les gendarmes, comme broyé dans le formidable engrenage de cette anonyme et invincible machine de la justice, avait frissonné d'un frisson de honte, la honte d'un homme qui a chargé des bravis d'une besogne de mort. Ces gendarmes et ces magistrats, il les employait comme des bravis en effet, comme les ouvriers d'une action qu'il eût tant aimé à exécuter lui-même, de ses mains et sous sa responsabilité. Décidément, oui, c'était lâche de n'avoir pas parlé. Et puis ce regard lancé de l'accusé au marquis de Jussat, que signifiait-il ? Gresloup savait-il que Charlotte avait écrit sa lettre d'aveu à la veille de son suicide ? Et s'il le savait, que pensait-il ? La seule idée que ce jeune homme pût soupçonner la vérité et les mépriser, le marquis et lui, de leur silence, alluma la fièvre dans le sang du comte. Non, se dit-il quand son père fut parti pour la reprise de la séance, après un déjeuner mangé à la hâte et presque sans échanger un mot. Je ne peux pas me taire. Je parlerai ou j'écrirai. Il s'assit à table, et il commença de tracer machinalement ces mots en tête d'une feuille. « Monsieur le Président ». Le soir tombait, et cet homme malheureux était encore à cette place, le front dans sa main, n'ayant pas écrit la première ligne de cette lettre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.